Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les enjeux internationaux des reporters de guerre traversent les États-Unis pour atteindre la ligne de front située à Washington, où les rues sont devenues le terrain d'une guerre civile entre deux armées. C'est un film, c'est le décor du film Civil War, la dystopie d'Alex Garland, en salle en France depuis mercredi dernier, a rencontré un énorme succès aux États-Unis et pour cause, selon plusieurs historiens et journalistes, à l'instar de Michel Goldberg du New York Times, le scénario endosse une forme de caractère prémonitoire avec une vision des fractures politiques, sociales qui divisent aujourd'hui les États-Unis. Bonjour Romain Huret. Bonjour. Vous êtes historien des États-Unis, président de l'école des hautes études en sciences sociales. Alors peut-être un mot pour commencer au sujet de la mise en scène de cette guerre de sécession dans un cadre dystopique que propose ce film. C'est une mise en scène intéressante, puisqu'il y a très peu de références à l'actualité. On est dans une universalisation du propos, une poétisation aussi. C'est un film très poétique, qui joue violent mais poétique, qui nous présente les États-Unis comme un terrain de guerre. Et on a l'impression d'être à Bagdad ou dans d'autres lieux traversés par la guerre dans le passé. Et donc c'est un film tout à fait étonnant et qui renvoie à des grandes peurs états-uniennes du moment. Alors là, en l'occurrence, on assiste à l'affrontement de deux camps. Le Texas et la Californie se font la guerre. Il y a donc des frontières floues, mais un affrontement bien réel entre ces deux États. Oui, il y a 2 armées qui s'opposent, c'est assez flou. On a assez peu d'éléments tangibles, pour comprendre exactement les ressorts de la guerre, les ressorts militaires. On est vraiment plongé au cœur du conflit lui-même, avec des reporters de guerre, qui ont l'habitude des terrains, violents et qui voient, cette violence chez eux, et qui vont tenter d'aller à Washington, C'est un road movie, assez classique, mais qui met en scène, des paysages que l'on connaît habituellement comme étant des paysages assez idylliques, On traverse la Virginie occidentale, la Virginie avec ses magnifiques paysages, ses collines très bucoliques habituellement, et elles sont là traversées par la guerre, par des cadavres, et une violence qui est omniprésente, de manière tout à fait étonnante, sur ces routes, plutôt calmes habituellement. Alors, il n'y a pas que l'Amérique où l'on peut considérer qu'on a affaire à deux Amériques, trois Amériques, que sais-je, mais c'est quand même le cas des États-Unis. S'agit-il d'une allégorie réaliste, si j'ose dire, Romain Huret, vous qui êtes spécialiste des États-Unis, a-t-on affaire de plus en plus à différentes sociétés au sein des États-Unis? Il y a toujours eu différentes sociétés. Je pense que les États-Unis ont toujours été traversés, par des conflits politiques extrêmement violents. On a eu une guerre civile déjà, une guerre civile qui a duré plus de 4 ans, donc extrêmement longue, extrêmement violente au milieu du 19e siècle, pour intégrer la population afro-américaine dans l'espace civique états-unien. Ce qui est certain, depuis une trentaine d'années, on voit très bien que les modes pacifiques et démocratiques de résolution des conflits deviennent un enjeu très fort aujourd'hui, et que beaucoup de gens ne croient plus à la possibilité démocratique et politique, de résoudre des conflits politiques qui sont présents dans la démocratie états-unienne comme dans toute démocratie. Et donc le risque, si on ne croit plus aux institutions, si on ne croit plus à la résolution politique du conflit, qu'est-ce qui reste? Il reste peut-être les armes, il reste d'autres manières de le faire. Et on l'a vu, avec la prise du Capitole, par les militants trumpistes, qui était un refus de la transition démocratique. Et la transition démocratique aux États-Unis, elle est sacrée, elle est ritualisée dans des films. C'est le moment où une administration donne le pouvoir à l'autre. Et c'est fondamental. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas renonciation au pouvoir et transmission du pouvoir dans un cadre de transition. On a vu lors de la précédente élection que cette transition s'est très mal passée, avec une action qui pourrait entraîner une guerre civile à terme, et il y a des risques là sur l'élection à venir, que les résultats soient contestés. Et c'est important parce que le résultat de l'élection, c'est le moment où on tranche le conflit politique. On va trancher l'opposition entre ces deux Amériques, une Amérique conservatrice, une Amérique progressiste. Il y a un lieu, il y a un temps. Le temps, c'est l'élection. Ce sera l'élection du premier mardi de novembre. Si on refuse cela, qu'est-ce qui reste pour trancher le conflit? Et malheureusement, il reste peu d'options, ou alors des options assez atroces que décrit le film. Bon, alors, il y a un président qui est mis en scène, mais alors, ce président, il n'est pas décrit de manière très précise. Est-ce qu'on est très loin de Donald Trump? Est-ce qu'au contraire,
par certains aspects, il peut faire penser à Donald Trump, ce président mis en scène donc dans Civil War. C'est assez difficile. Je crois qu'il y a une envie, comme je l'ai dit, plutôt esthétique et universelle, hein, de ne pas ancrer les personnages dans une réalité politique très circonscrite, hein, avec des démocrates, des républicains, des conservateurs, Trump. Donc on a du mal à le percevoir. En revanche, il y a une dimension politique très forte dans le film, c'est ce que les Américains appellent identity politics, hein, la politique identitaire, puisqu'on voit très bien que l'un des ressorts de la guerre, hein, c'est la volonté de créer d'un côté une Amérique blanche, hein, qui s'incarne dans des États profondément états-uniens, hein, le Colorado, le Missouri. Je ne vais pas dévoiler le film pour les auditrices et les auditeurs, mais il y a des moments où on voit très bien que l'appartenance à un État plutôt blanc, ancré dans une histoire très blanche des États-Unis, peut être un avantage dans des situations conflictuelles, alors que l'immigration, la couleur de peau, il y a des images très, très violentes, très fortes, hein. C'est un film qui peut heurter, hein, beaucoup de monde, hein, avec la guerre dans tout ce qu'elle a le plus cru et le plus violent. Mais on voit que l'un des ressorts de la guerre, c'est identity politics, c'est cette politique identitaire, hein, que peut utiliser Donald Trump, hein, en défendant une Amérique blanche et éternelle. C'est d'ailleurs, une chose que l'on a du mal à comprendre lorsqu'on est extérieur aux États-Unis, puisqu'on a appris que l'Amérique était un pays d'accueil, une terre, donc un melting pot, et on voit qu'aujourd'hui, l'immigration est un véritable, sujet de clivage, un sujet politique extrêmement brûlant. Comment l'expliquez-vous, Romain Huret? Parce qu'il a toujours été un sujet très clivant. L'immigration a jamais fait partie de la culture états-unienne, mais elle a suscité une opposition très forte. Au 19e siècle, on s'en prenait violemment aux immigrés catholiques et irlandais. Ensuite, on a dénoncé l'arrivée massive d'Italiens, de Juifs d'Europe de l'Est. Il y a toujours eu une très forte opposition à l'immigration. Le Ku Klux Klan a été l'une des formes de ce rejet, hein, de l'arrivée massive de ces flux migratoires aux États-Unis. Et on voit des transmissions, hein. Le père de Donald Trump lui-même, hein, appartenait au clan, hein, et rejetait très fortement l'arrivée d'immigrants aux États-Unis, hein. Donc dans la culture états-unienne, il y a l'idée qu'il faut défendre cette Amérique blanche éternelle, protestante, hein, qui a fondé le pays et qui en a garanti la grandeur. Oui, alors il faut défendre, les États-Unis donc, contre les immigrants, il faut les défendre contre la Chine. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir affaire à un pays, de plus en plus doté d'une sorte de mentalité d'assiégé. Oui, mais à nouveau, c'est une tradition, America First, hein, l'Amérique d'abord, hein, à nouveau, le père de Trump fait partie de cette tradition isolationniste, hein, d'une Amérique qui se referme sur elle-même, qui se replie, et qui défend un modèle exceptionnel, une démocratie, unique au monde et qui est menacée par, le monde extérieur. On en revient aussi aux doctrines isolationnistes des premiers temps, hein, cette idée qu'il faut défendre, ce caractère exceptionnel de la démocratie. Et en matière donc d'imaginaire, puisque ce film renvoie, comme vous l'avez dit, à la guerre de Sécession, même si, bien entendu, il ne s'agit pas d'un pur décalque. Qu'est-ce qui reste justement de cette guerre, dans les imaginaires, peut-être dans la réalité politique des États-Unis, Romain Huret? La guerre civile est très présente, aux États-Unis et avec elle la possibilité d'une désunion. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont une union, de plusieurs États, et les pères fondateurs, à la fin du XVIIIe siècle, mettaient déjà en garde et tous les écoliers aux États-Unis apprennent, hein, cette histoire-là des pères fondateurs qui mettent en garde sur la possible désunion. Et ils mettaient en garde, des risques de désunion, le commerce, l'industrie, l'enrichissement, l'esclavage qui pouvaient conduire à la désunion et à la guerre civile. Et donc il y a un imaginaire, comme vous le dites, de guerre civile qui est extrêmement présent, hein, et cette possibilité d'une désunion, d'une sécession, on le voit très bien dans le film, hein, des États font sécession et refusent le résultat de l'élection et le président qui est au pouvoir, elle fait partie complètement de l'imaginaire et de la culture politique aux États-Unis. On sait que l'Union est fragile et que demain, elle pourrait être encore plus fragilisée. Bon, mais la différence entre, la guerre de Sécession et la situation contemporaine, c'est que pour la guerre de Sécession, il y avait véritablement 2 armées. Est-ce que aujourd'hui, on a affaire à une militarisation de la société telle? Oui, elle est extrêmement importante, la militarisation, hein. C'est sans doute ce qui a changé depuis
une cinquantaine d'années aux États-Unis, hein. C'est l'extrême militarisation de la société, avec un nombre considérable d'anciens combattants qui sont présents sur le sol états-unien. On estime à environ 15 millions, hein, le nombre d'anciens combattants aujourd'hui, depuis la guerre du Vietnam jusqu'à la première et la deuxième guerre du Golfe. Donc on a un taux très très élevé et extraordinairement élevé d'anciens combattants sur le pays, qui ont des familles, qui ont aussi des relais dans la société. Et on les voit, hein, on les a vus lors de l'attaque du Capitole, on a vu le nombre important d'anciens combattants, et donc des gens qui ont l'habitude de la guerre, qui possèdent des armes, et qui savent comment on peut prendre une ville ou un quartier ou un territoire. Bon, le pire n'est pas certain, mais il est possible. Tout à fait, on ne pourra pas le souhaiter. Merci Romain Huret, vous êtes historien des États-Unis, président de l'école des hautes études en sciences sociales. Civil War, c'est dans toutes les salles de cinéma.